France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi, nous sommes le 13 juin. Soyez les bienvenus avec ce sujet à la une dans ce discours de politique générale. Face à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe, le Premier ministre, a insisté sur la nécessité de réformer l'organisation du culte musulman. L'État est-il dans ce rôle? On parlera avec vous, on échangera, on dialoguera avec Abdestamitash, avec Karima Perroni et avec Mehdi Chebaiki dans quelques instants. Après la révolution politique, la justice, quelques semaines après la chute de Bouteflika, l'Algérie est le théâtre d'une véritable opération main propre où Yahya, l'ancien Premier ministre, a été placé en mandat de dépôt, tout comme d'ailleurs Abdelmalek Sellal. Aujourd'hui, on fera le point et le bilan avec vous. Et votre avis nous intéresse, bien sûr, au 01 40 33 9000. Le va te faire polo de Hicham Terak, qui est parti à la rencontre d'un humoriste marocain qui vit en Côte d'Ivoire et de passage en France. Il s'appelle Wallace. À découvrir pour le 4e et avant-dernier épisode. Une vidéo en intégralité sur la page du Grand Forum à retrouver très bientôt. Et puis bien entendu, pour finir en beauté, j'ai envie de dire le quiz du LGF. Ça, c'est la crème de la crème. À qui va-t-on remettre le trophée de la Ligue des Champions de ce quiz du LGF? Réponse en fin d'émission. Soyez le bienvenu. C'est parti jusqu'à 18h. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Mais avant tout, et pour commencer cette émission, mardi dernier, nous organisions une émission consacrée à l'Algérie. Et dans cette émission est intervenu Salim Laïbi, qui est avec nous. Bonjour Salim. Bonjour à tous, bonjour à vos invités ainsi qu'à vos auditeurs. Vous êtes intervenu effectivement dans cette émission et par suite à votre intervention, notre chroniqueur Gamal Abina est intervenu et a repris un petit peu vos propos. Vous m'avez demandé par la suite un droit de réponse, ce que je vous ai accordé évidemment en toute tranquillité. Ah ben déjà c'est très gentil parce que c'est pas toujours le cas. Il faut que les gens sachent que lorsqu'on écrit des articles mensongers diffamatoires dans la presse nationale, c'est quasiment impossible d'avoir un droit de réponse. C'est tout à votre honneur. Donc l'émission du 11 juin sur l'Algérie, qui se passait d'ailleurs très très bien. Je trouvais que il y avait un échange très intéressant. Malheureusement, après que j'ai raccroché, j'ai pas pu répondre. J'ai été diffamé, insulté sans pouvoir répondre à l'antenne. Même votre invitée, Madame Amina Afaf Chayeb, a été choquée. Elle a parlé de chamaillerie. Moi, je suis pas dans le règlement de compte. Je parle jamais de votre chroniqueur. Moi, je viens parler de l'Algérie. Quand j'ai été invité le 11 mars dernier, je suis venu présenter mon livre. Je vous en remercie d'ailleurs. J'étais venu présenter Ilzam d'Islam. Je parlais justement de l'islam, de l'islamomanie, de l'islamophobie qui conduit à des drames comme Christchurch, etc. D'ailleurs, je vous invite à lire les commentaires de cette vidéo du 11 mars dernier. Vous allez comprendre ce qui s'y passe. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites dans cette émission par votre chroniqueur. Donc, je voulais juste dire, c'est très simple. J'invite les gens à aller l'écouter. C'est l'émission du 11 juin. Et le nom d'Adolf Hitler n'apparaît jamais dans le livre Ilzam d'Islam. Je dis bien jamais. C'est un mensonge éhonté qui prouve qu'il ne l'a pas lu. L'accusation d'extrême droite, elle est juste ahurissante de culot. Je suis un abstentionniste radical, je ne crois pas au parti politique. J'ai dénoncé le Front National depuis des années et des années dans des vidéos comme Félonie Nationale 1, 2 et 3, dans des articles, dans d'autres vidéos, des conférences, etc. Concernant Alain Soral, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Je suis son pire ennemi. J'ai fait condamner Alain Soral définitivement. J'ai fait des vidéos soraloscopie le concernant. J'ai écrit un livre pour le dénoncer. J'en ai fait une risée du net avec le fameux Poupetto. Soral a raison fort bien, mais à quelle heure? C'est devenu un sujet de dérision. Et il le sait très bien, votre chroniqueur. Il fait semblant que j'étais son ami. Je n'ai jamais été l'ami d'Alain Soral. J'ai été traité j'ai été insulté quand même, méconnaissance crasse, une ignorance, une intelligence limitée. Je suis diplômé d'état en chirurgie dentaire de l'université d'Aix-Marseille 2 à Marseille. Je suis titulaire d'une maîtrise en sciences biologiques et médicales, d'un DEA en anthropologie biologique, de 6 autres diplômes médicaux, tous vrais, pas comme certains. Moi, mes diplômes, je les invente pas, et vous pouvez aller les vérifier, vous appelez au secrétariat. Ça fait un peu prétentieux ce que je dis, mais quand on me dit que je suis un type qui n'est pas assez intelligent, je suis obligé de répondre. Donc j'ai fait plus de 1000 vidéos sur Internet qui ont été vues des dizaines de millions de fois, des dizaines de conférences, plus d'une centaine, dans lesquelles on a invité des intellectuels, des philosophes, des journalistes, des médecins sur différents sujets de la société. J'ai écrit 5 livres. J'ai une maison d'édition dans laquelle on a publié une 50aine de livres. Bref,
quand votre chroniqueur dit qu'il n'y a pas de constitution en Angleterre parce qu'il n'y a pas eu de révolution en Angleterre, on ne peut pas laisser ça passer à l'antenne. Bon, il y a eu 2 révolutions. Il y a eu la grande rébellion de 1642 de Cromwell et la glorieuse révolution de 1688. C'est eux qui ont débuté les révolutions. C'est eux qui ont en premier décapité leur roi. Donc il n'y a pas eu de révolution en Angleterre. D'accord, c'est OK. Il affirme que je n'ai pas été convié à la conférence d'Yves Bonnet. C'était une conférence publique ouverte. N'importe qui pouvait y aller. Pourquoi il dit des trucs comme ça? C'est absurde, c'est vérifiable par tout le monde. Je vous invite à aller voir ma vidéo Lactio Scalpel numéro 35 pour voir ce qui s'est passé lors de cette conférence et comment j'ai traité Yves Bonnet, l'ami de Khaled Nazar et d'Ismaël Lamari, les généraux sanguinaires de la décennie sanguinaire en Algérie. Alors concernant l'amour pour l'Algérie, moi l'Algérie c'est mon pays, hein. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai passé mon bac là-bas en arabe, je suis fils de Moudjahed, je n'ai aucune preuve à donner à quiconque de mon amour pour l'Algérie. L'Algérie je l'ai dans le sang, c'est comme ça. Toute ma famille est en Algérie, je suis venu tout seul ici faire des études, voilà, je critique l'Algérie comme bon me semble. Alors j'ai critiqué le drapeau, alors on nous dit que c'est la femme de Messali El Hadj, c'est pas vrai, personne ne sait qui a dessiné le drapeau d'aujourd'hui, il y a différentes versions. L'hymne national, bien sûr qu'il y a on jure Qasaman bin Nazilat al-Mahiqat, ça c'est interdit par la loi coranique, que ça plaise ou non, c'est ainsi, mais bon, c'est pas le sujet de l'Algérie d'aujourd'hui. Il faut conclure, Salim. Ça y est, j'ai fini. Bon. J'ai fini. Donc ça, bon, enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est sorti du contexte d'une vidéo sur la démonie du mondial de foot de 2014, dans lequel on voyait que l'État algérien envoyait par des avions militaires des Algériens tués de l'Égyptien pour des histoires de foot. Et c'est là où je disais aux Algériens, mais arrêtez ce nationalisme bidon pour aller tuer vos frères égyptiens. C'était ça le sujet. C'était ça le sujet. Donc voilà. Donc on a l'habitude. Moi, vous savez, Sofiane Lakhdari, j'aurais pu le traiter de l'Has Rangers, de cachériste, mais je l'ai pas fait parce que ça se fait pas. On avait un débat qui, moi, j'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, je trouve tous vos débats vraiment intéressants. Il y a une liberté d'expression, de parole vraiment importante et qui est très rare sur les radios françaises. Je dis pas ça pour vous brosser pas du tout. C'est la vérité. Il y a aucun filtrage. Ouais, il y a eu une bonne discussion jusqu'à l'arrivée de votre chroniqueur. Donc, et qui a fini, et là je finis par ça, à la fin, il a trop peur. J'ai trop peur de le rencontrer parce que monsieur il veut me taper. Vous vous rendez compte vous savez, je suis père de famille, je suis chirurgien dentiste, j'ai 43 ans, je vais pas me battre comme un chiffonnier dans la rue. Il faut arrêter ces trucs. Donc, merci. En tout cas, je tiens juste à vous préciser que une fois fait, donc vous avez pu vous exprimer et rétablir votre vérité. C'est pas ma vérité, ce sont des faits là, hein. Ce sont des faits que tout le monde peut aller vérifier en quelques clics sur Internet. La Révolution anglaise, c'est des pages entières sur Wikipédia. Salim Laibi, si vous permettez, juste, j'en terminerai là en disant que cette émission ne sera jamais le théâtre d'un quelconque règlement de compte. Et maintenant, que ce soit pour lui ou pour vous, si vous vous sentez diffamé l'un et l'autre, il y a les tribunaux qui existent, donc n'hésitez pas à les utiliser. Merci beaucoup, Salim. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, Christophe. À bientôt. À bientôt. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti pour le grand forum jusqu'à 18h. Ravi de vous retrouver dans cette émission comme chaque jour au fait de l'actualité que nous décortiquons à notre manière parce que nous avons, et oui il faut bien l'avouer, notre spécificité ici avec nos chroniqueurs. Les chroniqueurs du LGF comme chaque jour viennent agrémenter, viennent alimenter de par leurs propos, de par leurs arguments, les sujets que nous évoquons et que les auditrices et auditeurs peuvent éventuellement intervenir, pas éventuellement, peuvent intervenir pour donner là aussi leur avis, confronter les deux et c'est comme ça qu'on arrive à forger finalement un débat, une discussion, hein, c'est l'objectif en tout cas qui est là, affiché tous les jours entre 16h et 18h. De se parler, d'échanger, de se comprendre et d'accepter les opinions diverses. On n'est pas d'accord, on en discute avec respect, tranquillité. Monsieur Abdestabitache, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs, aux auditrices, bonjour Karima. Je suis ravi effectivement d'accueillir Karima Perroni. Je dois dire que ça a été un coup de foudre radiophonique, Karima, puisque je l'ai rencontrée la semaine dernière. Et elle est intervenue dans une autre émission que j'anime aussi avec mes deux camarades, Hicham Terak et Razik Metich. Ça s'appelle le Grand Forum du Sport, c'est tous les vendredis, 18h-19h. Et puis comme ça s'est fait assez tranquillement. On t'a dit, tiens, viens avec Karima, viens faire un petit peu d'émission avec nous. Mais j'y connais rien en sport. Et tu vas voir. Et encore moins en foot. Et elle est intervenue dans l'émission. Et franchement, pour ceux qui ont écouté, il y en a quand même pas mal.
m'ont tous dit, franchement, ça s'est pas entendu. Karima, bonjour. Merci, tu me fais rougir. C'est que de la radio, tout va bien. Karima Perroni, journaliste à Gazelle Magazine, entre autres. Oui. Journaliste depuis des années maintenant. On va pas dire le nombre d'années, ça trahirait mon âge. Ouais, c'est ça. Mais j'ai surtout ma chaîne de podcast qui s'appelle les podcasts de Carrie. Oui, et c'est vrai qu'il s'adresse aux femmes. Qui s'adresse aux femmes, exactement. Ouais, c'est mes sujets de prédilection. Abdeslam, tiens, c'est pas mal. Faut aller voir, tu sais, même, c'est pas interdit aux hommes. Hein. Bah oui. Non, oui. Ça ne s'adresse pas qu'aux femmes. Voilà, ça s'adresse aux femmes. Exactement. Alors, Karima Perroni, bienvenue encore une fois, la bienvenue. Et donc, c'est tout naturellement que je t'ai convié à venir voir un petit peu comment ça se passe à la maison ici dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. L'objectif, c'est que si tu t'y sentes bien et que tu sois partie de cette grande famille qui compose cette émission, le Grand Forum, parce que chacune et chacun a sa place dans cette émission, avec ses comment dirais-je, pas ses connaissances, mais avec surtout son regard, son point de vue, ses préférences, voilà. Chacun avec ses spécificités. Voilà, c'est ce qui fait en tout cas la richesse de cette émission. Et j'y tiens. Encore une fois, la bienvenue. On fera un point tout à l'heure si t'es encore vivante à 18h. Il n'y a pas de raison. Oui, il n'y a pas de raison. Le sujet à la une. Oui, dans le Grand Forum, c'est vrai que c'est principalement centré politique. On l'a bien compris. Mais en fait, la vie, c'est de la politique. Hein, n'est-ce pas, Abdeslam ? C'est pas toi qui vas me contredire. Mais tout le monde fait de la politique et à son je passe niveau. mon temps à le dire. Mais même les femmes font de la politique, plus que jamais. Mais autant que les hommes, et je suis pour la parité, mais pour venir aux citoyens lambda, comme on aime l'appeler, il fait de la politique. Quand il critique le prix de la baguette de pain, il fait de la politique. La politique, voilà, il la vit tous les jours. Alors, bien entendu, vos appels au 01 40 33 9000. Je vous précise que notre ami Mehdi Chabaiki, notre chroniqueur de Lyon, sera avec nous pas avant 17h. Il a eu un petit empêchement, mais pas grave du tout. Il sera avec nous. Tout à l'heure, il y a le petit quiz en fin d'émission. Ah, j'aime bien ce petit moment. Hier, Philippe Bouriachi a démoli Gamal Abina. Faut le dire. 4-1. En tout cas, c'est un petit jeu ludique, sympathique, qui sert à apprendre et puis à se détendre, parce que après avoir évoqué tous ces sujets gravissimes au cours de cette émission, il fait du bien, il fait bon de se détendre avant de se séparer. Alors pour aujourd'hui, le sujet à la une que nous avons choisi, c'est donc dans ce discours de politique générale face à l'Assemblée nationale. Hier, Édouard Philippe, le Premier ministre, a insisté sur la nécessité de réformer l'organisation du culte musulman. L'État est-il dans ce rôle ? C'est la question qu'on se pose avec cette petite phrase, certes qui n'a pas occupé la grande majeure partie du discours de politique générale, deuxième d'ailleurs en tant que Premier ministre, mais c'est cette petite phrase que nous avons relevée et qui nous a semblé intéressant. Est-ce que l'État est dans son rôle, Abdeslam ? Alors, le Premier ministre a pour mission, qui est une mission régalienne, il est le ministre des cultes. La question que tu poses, elle est vraiment très large. Le ministre des cultes, c'est Christophe Castaner. Oui, c'est le ministre de l'Intérieur, mais qui est sous la responsabilité du Premier ministre. Et en effet, tu as raison, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, le culte est géré par un ministère. La question que tu poses, elle n'est pas anodine. C'est jusqu'où le gouvernement doit s'ingérer dans les affaires du culte musulman et des cultes en général. Donc on aura l'occasion d'aborder le sujet et sur les propos du Premier ministre, il met justement une limite. J'ai repris son propos et on aura l'occasion de l'évoquer. Mais sur le propos du Premier ministre hier, il a. On va peut-être rappeler quand même les propos. C'est peut-être bien de recentrer les choses, notamment. Ils sont là. Combattre les peurs, c'est combattre l'islamisme et les discours de haine sur les réseaux sociaux. Il faut ensuite réformer l'organisation des cultes musulmans. L'an dernier, un large consensus s'est dégagé en faveur d'un encadrement départemental. Il faut ainsi le concrétiser, a dit le Premier ministre. L'Islam de France doit recruter et former des imams en France qui parlent français. Ça, c'est un sujet qui revient évidemment de manière récurrente. Ça, c'est à chaque fois. Il faut des dispositions pour renforcer la transparence du financement du culte. Là aussi, très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le gouvernement les proposera sans remettre en cause la loi de 1905. C'est là où c'est très intéressant. Et le libre exercice des cultes. Là aussi, voilà pour ce qui est de la déclaration et des petites phrases. Vous voyez, ça n'a pas occupé la grande partie du discours, mais ça a été quand même un moment important quant à cette volonté. Et rappelons quand même que le président Macron avait aussi cet objectif de s'en occuper, de proposer des choses. Ça s'est fait attendre. Ça a été plusieurs fois retardé pour cause, parce qu'évidemment les gilets jaunes qui ont un petit peu
fait machine arrière, et on sent qu'il y a un problème d'interlocuteur dans cette communauté. L'État ne sait vraiment pas, franchement, à qui parler aujourd'hui. C'est ce qu'on a l'impression, peut-être avec erreur, mais ce à quoi on assiste. Alors Karima, tiens, ton avis sur cette petite phrase du Premier ministre Édouard Philippe hier lors de ce deuxième discours de politique générale à l'Assemblée nationale? Alors, déjà, c'était pas une petite phrase, mais effectivement, prise dans le contexte, ça pouvait être une petite phrase dans le sens où ça n'a pas occupé la grande majeure partie du discours. C'était pas ça l'objectif. Il y a plusieurs choses. En effet, tu dis que ça n'a pas occupé la majeure partie du discours, mais encore une fois, on parle de l'islam. C'est déjà un souci à l'heure où il y a tous ces scandales, où il y a les gilets jaunes. On doit encore reparler de l'islam comme étant un problème qui se passe en France. Je pense pas que ça soit, aujourd'hui, à l'heure des gilets jaunes, à l'heure des problèmes économiques, est-ce qu'on doit encore repointer comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection le problème des musulmans. Ensuite, le deuxième vrai souci, c'est un souci de sémantique quand il parle d'islam de France. Oui. Ça, en tant que alors moi vraiment t'as un peu de mal avec ce terme? Je ne fais pas de la politique, je suis la citoyenne qui écoute ça de façon complètement détachée. En fait, j'essaie de comprendre ce qu'il essaye de nous dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'islam de France? Ça veut dire deux choses pour moi. Ça veut dire qu'il y a un islam de France et un islam qui n'est pas de France, mais dans lequel il y a quand même des musulmans qui habitent en France. Qu'est-ce que c'est? Vous comprenez un petit peu ma démarche? Oui, c'est un petit peu, c'est un petit peu un cas de philosophique, mais l'idée. C'est bientôt le bac d'ailleurs. L'idée, c'est de dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est qu'un islam de France? Qu'est-ce qu'il entend par islam de France? Sachant que ce terme, on l'a retrouvé très souvent lors des campagnes. C'est Manuel Valls qui avait même popularisé ce terme-là. Oh, bien avant, c'était Pasqua déjà, à l'époque, quand il était ministre. Alors peut-être popularisé, moi je sais que je l'avais entendu beaucoup lors des discours de Manuel Valls quand il voulait réformer déjà les instances de musulmanes. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est qu'un islam de France? Est-ce que, en tant que musulman, on doit se revendiquer d'un islam qui est toléré par la République française? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Déjà, faudrait déjà définir ce que c'est qu'être un musulman en France. Moi, je pense que le terme islam de France est un terme qui, à mon sens, est peut-être mal compris, qui peut être même péjoratif pour les musulmans qui eux veulent juste exprimer leur religion en toute liberté, en toute simplicité. Maintenant, en mettant le point sur ce terme-là, je remarque surtout qu'il y a une volonté de diviser. Et donc là aussi, je m'explique, la division, elle l'est déjà entre les musulmans des non-musulmans. En posant le mot musulman de France, ça veut dire que dans la communauté musulmane, il va y avoir on sait qu'il y a plusieurs courants, mais que ces courants-là ne sont pas rassembleurs. Un islam de France veut dire qu'il n'y aurait qu'un islam régi par la République et que tous ceux qui ne jouent pas le jeu de républicain seraient donc exclus et donc c'est là où il y aurait, à mon sens, des déviances et des extrémismes de tout genre. L'État est dans son rôle, vous êtes 82% à nous dire non sur Facebook, France Maghreb 2, à peu près le même chiffre d'ailleurs sur Twitter, le Grand Forum FM2, pour voter, pour nous appeler aussi au 01 40 33 9000. Le problème qu'il y a quand même, faut pointer du doigt le problème. Il y a un réel problème aussi au sein de cette communauté. Par exemple, quand il nous dit le problème des imams qui doivent absolument parler français, on sait que voilà, il y a eu ce... Si tu permets, Christophe, moi je voudrais bien répondre à cette question, mais aussi revenir sur ce que tu dis, Karima, et à juste titre. Et ton interrogation, elle est légitime. En effet, le terme de islam de France pose questionnement, qui laisserait supposer qu'il y aurait plusieurs islams, évidemment qu'il n'y a qu'un seul islam. Mais le terme qui gênait beaucoup plus et qui a été remplacé par l'islam de France, c'était l'islam en France. Et l'islam en France laissait supposer que l'islam était une pièce rapportée à la société française. L'islam en France. Et forcément, moi, quand tu poses la question de qu'est-ce qu'être musulman en France, moi je dirais la meilleure des questions, c'est qu'est-ce qu'être musulman de France? En France, on voit bien qu'il y a une extériorisation du fait musulman en France. Évidemment, ça n'est pas antagoniste. On peut être musulman et français et vivre pleinement et avoir la République au cœur et être de confession musulmane. Donc aujourd'hui, en effet, on n'a peut-être pas trouvé le bon terme, mais si tu veux, alors... Ça voudrait dire qu'il y a un islam d'Angleterre, un islam d'Italie? Et j'y ai répondu, il n'y a qu'un seul islam. Aujourd'hui, le terme qui posait vraiment problème, c'était l'islam en France. Et pour éviter ce terme d'islam en France, on a trouvé
que ce superlatif d'islam de France. Peut-être que demain on trouvera une autre expression qui sera peut-être plus adaptée. Mais moi, quand j'entends islam de France, j'entends un islam qui est, entre guillemets, modéré pour employer leur terme. Moi, je pense pas qu'il y a plusieurs islams. L'islam est modéré, de toute façon. D'accord, mais quand on entend les gens qui parlent sur l'islam et qui sont pas forcément musulmans, ils opposent un islam extrémiste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du fait musulman et qui ne le connaissent pas. Ils opposent les musulmans extrémistes et les musulmans qu'ils appellent modérés. Alors, les extrémistes ne sont pas des musulmans pour moi. C'est ce que nous, on entend. Mais oui. en tout cas, ceux qui s'interrogent sur la question de l'islam, c'est ce qu'on entend. Et donc, quand on entend islam de France, on imagine qu'hypothétiquement, ça voudrait dire un islam modéré comme les non-musulmans aimeraient le concevoir. Mais rentrons dans les détails si vous voulez bien, parce que là on s'arrête, on pinaille, j'ai envie de dire, sur un terme qui est effectivement intéressant. C'est important de définir. Non, mais c'est intéressant, j'ai pas dit le contraire, mais revenons sur les propos du Premier ministre, parce qu'ils sont intéressants quand il parle des imams. Et sur le fait qu'ils doivent savoir parler français, qu'ils doivent être formés ici en France, c'est quand même la France qui a fait appel au Maroc pour venir pour faire former des imams, pour les faire venir pendant le Ramadan. Par rapport aussi au financement des lieux de culte. Là aussi c'est intéressant. Il faut de la transparence quand on sait que la plupart des lieux de culte sont financés par des pays dits étrangers, à savoir en l'occurrence l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Ça pose aussi un problème. Quand on voit par exemple aujourd'hui qu'il y a des mosquées qui sont financées par l'Algérie et d'autres par le Maroc, voilà, ça ne devrait pas exister ce problème. Il faut y mettre fin. Et je pense qu'au-delà de tout cela, à tort ou à raison, le Premier ministre et le gouvernement et le président de la République cherchent un réel interlocuteur à avoir dans cette communauté, qui peine à trouver, à en croire d'ailleurs à ce qui s'est passé pendant Ramadan. Je vous le rappelle quand même, le dîner du CFCM a été complètement occulté et boycotté par Christophe Castaner, qui ne s'est pas rendu à ce dîner, malgré qu'il était invité. Oui, alors concernant le financement des lieux de culte, naturellement la majeure partie, et quand je dis la majeure partie, c'est je n'exagérerai pas si je parlais de 99%, n'est financé que par les fidèles. En tout cas, tous les lieux de culte que je connais sont exclusivement financés par les fidèles, par les Français musulmans, qui justement aspirent à avoir des lieux de culte décents. Naturellement, 1905, séparation de l'Église et de l'État, ne permet pas un financement d'État de ces lieux de culte, et très hypocritement, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les lieux de culte qui existaient avant 1905 sont la propriété de l'État, sont entretenus par l'État, et le culte catholique, lui, jouit de ces biens, même s'il n'est pas propriétaire des murs, il profite de ces lieux de culte qui pour le coup sont financés par de l'argent public. Ça, c'était le vrai scandale. Ensuite, on a la partie concordat, puisque évidemment, avant 1905, l'Alsace et la Lorraine n'appartenaient pas à la France, et qu'il avait été question de mettre en place un concordat. Alain Juppé, à l'époque, lorsqu'il avait été candidat, avait dit why not, pourquoi pas un concordat pour les lieux de culte musulmans. Mais ce qui pose problème, Abdeslam, pardon, mais encore une fois, une contradiction du gouvernement. Il boycotte effectivement le dîner du CFCM. Il va où? Il va à Strasbourg, dans une mosquée qui est financée pratiquement en intégralité par l'Arabie Saoudite. Oui, c'est quoi le message envoyé là? Alors que tu dénonces d'un côté le problème de financement des lieux de culte. Je pense que c'est un effet d'annonce en fait. Moi, j'y crois pas encore une fois. Je pense que c'est des effets d'annonce et tous les mots, toute la rhétorique, vont dans ce sens-là. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment une réalité sur le terrain, parce que si cette réalité elle y était, c'est dans les quartiers qu'il faut aller. C'est pas dans les grandes mosquées comme celle de Strasbourg dont tu viens de parler. C'est des petites salles de prière, de mosquées, des quartiers qui posent problème, où il y a des prêches effectivement qu'on ne maîtrise pas. C'est plutôt cet islam-là des quartiers. Et en fait, finalement, c'est pas un problème religieux ni un problème d'État, c'est un problème social. C'est surtout ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'islam. Le problème est comment les gens qui pratiquent l'islam dans certaines villes ou dans certains quartiers vivent en fait au quotidien, et les déviances de leur quotidien vont des fois vers des déviances dont on ne maîtrise pas à cause du problème social, du chômage, de l'exclusion sociale, du racisme, de l'islamophobie, etc. Enfin, je pense que le problème, il est beaucoup plus. Je pense vraiment que ça, c'est un effet d'annonce, et que le problème, il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Dans un instant, on continue d'en parler avec vous au 01 40 33 9000. Vous, amis auditrices, auditeurs, vous avez des choses à nous dire. Est-ce que l'État est dans son rôle, finalement, avec ces déclarations du Premier ministre Édouard Philippe, qui ne s'en est pas arrêté là, puisqu'il est passé ce matin devant le Sénat avec un discours, c'est vrai,
quasiment de moitié ce matin pour ce qui est du discours prononcé au Sénat. Ça a duré moitié moins de temps que hier. En tout cas, il est dans une politique de reconquête. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, il y a les municipales. Et mine de rien, le gouvernement et la République En Marche est en train de travailler pour essayer de peser dans les municipales. Ça va être important aussi en 2020 pour la République En Marche. Petit mouvement qui a conduit à la tête de la France le président Emmanuel Macron. 01 40 33 9000. On sera rejoint par Mehdi Chebaiki. Dans les infos zappées. Alors les infos zappées, c'est quoi? C'est des petites infos qui sont complètement occultées par les autres médias. Mais évidemment, on en reparlera, notamment d'une petite info que tu m'as envoyée, ma chère Karima, et je te remercie. Justement de ce qui s'est passé au Sénat à propos de l'avortement. On en parlera tout à l'heure. Et on parlera évidemment de l'Algérie parce que la justice, l'opération main propre continue après Ouihia, l'ancien Premier ministre hier, Abdelmalek Sellal au Heps aujourd'hui. A tout de suite sur France Maghreb 2. 10 sur 10, c'est la note que l'on attribue à Karima Perroni pour l'instant. Tout va bien. Le grand forum LGF, le grand forum avec Abdeslam Itache, notre élu Modem dans le 93. C'est ça. Karima Perroni, journaliste apolitique, mais qui finalement est en train de s'y faire tranquillement. Et notre chroniqueur aussi du côté de Lyon, Mehdi Chebaiki, qui nous a rejoint. Salut mon Mehdi. Ah non, pas lui. Si, Si, c'est bien lui, pour ton plus grand malheur. Bonjour Mehdi Chebaiki. Comment ça va Mehdi? Ça va bien, très bien, merci. Et vous, comment ça va? Bah écoute, ça va, très très bien, tout va bien. On est en train de parler d'Édouard Philippe, donc ça va. Du Premier ministre hier, qui lors de son deuxième discours de politique générale à l'Assemblée nationale, on a parlé islam face à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe, donc le Premier ministre, a insisté sur la nécessité de réformer l'organisation du culte musulman. L'État est-il dans son rôle? C'est la question qu'on pose, cher Mehdi. Tu peux répéter la question, ça a coupé. L'État est-il dans son rôle de vouloir réorganiser le culte musulman à la volonté d'Édouard Philippe? L'État français? Oui, c'est bien de là dont il s'agit, bien sûr. Ah non, parce que visiblement depuis quelques années, on parle plus de laïcité que de liberté, d'égalité et de fraternité. Et là, en l'occurrence, on vient nous dire que l'État va donner un coup de main, c'est le terme qui avait été employé, me semble-t-il, pour aider à réorganiser le culte musulman. Ouais. Donc, moi, je demande où se trouve la laïcité dans ce cas-là. Oui, alors quand il parle concrètement, par exemple, des imams qui doivent parler français et être formés en France, ça c'est une volonté, là aussi. Des imams qui parlent français... Comment dire, en termes de religion, je ne comprends pas pourquoi un Premier ministre cherche à vouloir savoir dans quelle langue doit être enseignée une religion. De toute manière, les renseignements généraux, ça s'appelle plus renseignements généraux d'ailleurs, mais la police, les services français assistent aux prêches dans les mosquées. Ils ont tous les traducteurs, ils ont des gens maghrébins, africains pour leur traduire tout ce qu'il faut. Donc le problème de la langue n'est pas un problème en soi. Si les citoyens français de confession musulmane désirent assister à des prêches dans leur langue natale, qui est aujourd'hui la France, ils vont se diriger vers des mosquées qui proposent ce service-là. D'autres qui sont immigrés, par exemple, ou qui ne maîtrisent pas bien la langue française, maîtrisent plutôt l'arabe, vont s'orienter vers des mosquées qui délivrent des prêches en arabe. Je ne vois pas quel est le rapport entre la réorganisation d'un culte, un ministère, l'État français et la langue d'un prêche. Alors, par exemple, autre chose de très intéressant, c'est le financement des lieux de culte. Et je sais qu'Emmanuel Macron l'avait dit à plusieurs reprises, l'avait dénoncé, l'ingérence étrangère par rapport au financement des lieux de culte. Est-ce une blague? Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. C'est voilà. Pourquoi tu dis alors ça, lorsque l'État français arrêtera de dealer avec l'Algérie ou le Maroc pour pouvoir contrôler les imams qui sont envoyés par l'Algérie ou par le Maroc dans les mosquées françaises, à ce moment-là, le gouvernement et toute la classe politique confondue d'ailleurs, parce que c'est pas uniquement le gouvernement, ce discours on l'entend à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont les États amis qui envoient à la demande des gouvernements français certains imams dont les profils sont filtrés par les renseignements français une fois de plus. Et aujourd'hui, on vient nous expliquer que oui, il faut des imams formés en France et il faut des imams qui parlent français. Mais est-ce qu'on laisse travailler les écoles de formation en France? Est-ce qu'on ne leur met pas des bâtons dans les roues? Est-ce que les élus locaux ne font pas souvent pression, y compris les élus nationaux d'ailleurs, pour que ce type d'école, ce type de formation n'ait pas lieu, ou tout du moins pour pouvoir s'ingérer dans les programmes de formation de ces écoles de formation des imams? Donc là, en fait, c'est le serpent qui se mord à la queue. On veut réglementer quelque chose dont on ne veut pas. Que les choses soient claires. Il y a une volonté de réglementation
de l'islam dont on ne veut pas c'est pour ou ça peu. que moi je pense que c'est un effet d'annonce, Mehdi. Moi je pense que c'est vraiment c'était une goutte d'eau. Il faut parler de l'islam parce que ça fait ça fait du bien, mais je pense pas qu'il y ait une réelle volonté derrière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, si vous permettez, je voudrais mettre juste un bémol sur le propos de Mehdi qui est assez complet. Il a coché toutes les cases. Juste une précision, la nécessité de faire les prêches en français, naturellement, tous les fidèles ne sont pas arabophones. Et que l'utilité et la nécessité justement d'instruire les fidèles et de leur expliquer les valeurs de l'islam qui sont portées plutôt que d'avoir à s'instruire sur YouTube ou chez Google, on a tout intérêt justement à avoir des imams qui à un moment, moi ça me pose pas de problème, ils peuvent même le faire en 5 langues, mais au moins en français pour que les fidèles qui ne sont pas arabophones. Bah me te disent, vous avez le choix. Si tu sais que cette mosquée, par exemple, l'imam parle uniquement en arabe, tu vas pas dans cette mosquée, c'est tout. Christophe, si j'ai envie d'aller à la mosquée de ma commune, et alors, qui plus est qu'en plus, supposons que j'ai cotisé et participé à la construction de ce lieu de culte, ça serait franchement fâcheux d'avoir à partir dans la ville voisine. Parce que mais le mieux c'est d'avoir les deux. Je suis d'accord avec toi, mais moi c'était dans un aspect pédagogique. Non, mais ce que je veux dire, je suis entièrement d'accord avec Abdeslam. Simplement, en quoi est-ce que cela concerne le Premier ministre ? Ça nous concerne nous en tant que communauté à l'intérieur de la communauté nationale, en tant que communauté religieuse, de dire bon ben voilà. Alors pardon de te couper, Mehdi, pardon de te couper parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Et là, je voulais qu'on en arrive là finalement. Est-ce que tout ce qui se passe, ce tintamarre autour de l'islam, des musulmans, par le gouvernement, n'est-ce pas en premier lieu de notre responsabilité, notre incapacité à s'organiser nous-mêmes? Tu as raison. Non, je sais pas, je pose une question. Non, mais ça, on est tous unanimes sur cette question. Mais si vous permettez, ça n'aurait pas lieu d'être si c'était organisé, s'il y avait des interlocuteurs fiables, etc. Alors, cette soi-disant bienveillance à l'égard de la communauté musulmane que l'on voit depuis plusieurs gouvernements, à commencer par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il a activement participé à fonder le CFCM. On voit bien. Pour toi, c'est de la bienveillance ? Non, mais c'était ironique. D'accord. Tu vas comprendre l'humour centriste. Ma chère Karima, l'humour centriste d'Abdeslam Itache. L'humour centriste. Oui. Et naturellement, lorsque l'on voit, c'est de l'ironie. Lorsque l'on voit Nicolas Sarkozy qui justement s'active pour justement former le CFCM, nous ne sommes ni plus ni moins que dans une culture coloniale, avec des gens qui se conduisent comme des colons et avec des indigènes qui justement ont besoin qu'on les tienne par la main pour leur expliquer comment construire le culte. Parce qu'on est colonisable quelque part aussi. Mais peut-être, mais c'est ce que disait Malek Ben Nabi. Il disait n'est colonisé que l'esprit colonisable. Mais évidemment, aujourd'hui, le problème doit être totalement pris par nos concitoyens français de confession musulmane qui doivent prendre à bras le corps le fait musulman et justement régler ces affaires-là. Et quand je parle moi de justement du prêche en français, c'est pas une exigence absolue de ma part ni un totem. Moi je dis seulement qu'on a le devoir d'instruire les fidèles et leur expliquer les valeurs qui sont portées par l'islam pour justement combattre toutes ces choses-là. Karima, à juste titre, tu parlais des lieux de culte dans les quartiers que l'on a appelé longtemps l'islam des caves. Et tu sais très bien que dans ces endroits-là qui ont été faits, qui ont été improvisés lieux de culte, souvent des sous-sols, des caves aménagées, repeintes, avec un petit peu de moquette. Mehdi, tu dois connaître ça aussi. Oui, bien sûr. Et certains sites existent encore. Et forcément, à un moment, lorsque les jeunes, exactement, mais surtout les fidèles français qui pratiquent le culte dans ces endroits-là ont réellement le sentiment d'être des sous-citoyens qui ne sont pas considérés et qui ont bien le sentiment que le culte musulman n'a pas toute sa place en France. Donc aujourd'hui, les donateurs, les fidèles musulmans ont le devoir justement de pouvoir participer à la création de lieux de culte décents et permettre justement que les fidèles puissent comprendre aussi leur religion et si possible en français. Mehdi Chebaiki. Oui, je diffère un peu sur le dernier point parce que selon moi, si on n'a pas de lieu de culte décent, qu'est-ce qu'un lieu de culte décent ? Encore, ça reste à définir. Parce qu'il y a des très beaux lieux de culte, parfois, des très belles mosquées, mais honnêtement, dont les recteurs sont simplement des porte-flingues ou des supplétifs, des politiques locaux. On parle de clientélisme, clairement. Alors, il y a des mosquées caves, peut-être qui
qui ne sont pas très confortables, mais dont l'état d'esprit est peut-être un peu plus irréprochable que certaines très belles mosquées. Oui. Mais on peut faire les deux, hein, clairement on peut faire les deux. Non, moi là où je veux revenir, c'est vraiment sur notre responsabilité en tant que communauté. C'est là où je voulais en revenir moi, personnellement. Voilà, c'est-à-dire qu'on est là à dire oui, alors bon, je vais pas rentrer dans un jargon religieux maintenant, mais on parle de la communauté du juste milieu, la communauté moi, ça me va le juste milieu, des gens. Centre. Oui, voilà, soi-disant. En tout cas, c'est comme ça qu'on la vend. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait pour souder cette communauté? Quels intérêts mutuels on crée? Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle soit mieux vue? Parce qu'honnêtement, les politiques, on peut leur jeter la pierre tant qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Mais on sait comment ils fonctionnent. Ah oui. On sait comment ils fonctionnent. Alors quand je dis les politiques, ce ne sont pas tous les politiques, et nous en avons quand même un bel exemple sur le plateau. Mais il y a quand même une culture politique française, occidentale, même arabe, qui fait que les politiques ne bougent que s'ils ont un intérêt. Bah oui. Et si nous, en face, nous ne mettons pas du poids, et tout notre poids électoral ou économique, pour faire en sorte de créer des intérêts mutuels avec les politiques, il ne faut pas s'étonner qu'ils aillent vers d'autres groupes de Français, qui ont d'autres intérêts, parfois divergents, voire opposés aux nôtres. Tu sais ce qu'il fait dans la vie, Karima, Mehdi? Non. Il est cheminot. D'accord. Comme quoi la SNCF, on réfléchit aussi. Hein. Il grille des merguez entre les wagons. Oh là 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 là. Vous êtes vilain. Ouais. Venant d'un centriste, alors là, j'aurais tout entendu. Hein. Karima, en guise de conclusion, avec tout ce que l'on a évoqué depuis tout à l'heure, les avis qui sont un petit peu, somme toute, différents, hein, entre Abdeslam, toi, Mehdi, qui a apporté une certaine divergence. Quelle est un petit peu ta conclusion de tout ça? En fait, quand je vous entends parler, j'ai une image qui me vient à l'esprit, c'est celle que j'ai partagée avec des centaines de musulmans lors de la nuit du destin que j'ai passée à la mosquée de Saint-Ouen. Ouais. C'est une mosquée qui est magnifique, qui est neuve, et où le prêche était en français et en arabe. J'avais besoin, moi, en tant que musulmane, d'entendre aussi le prêche en arabe, même si je ne comprends pas. J'avais besoin parce que c'est la langue du Coran. C'est la langue du Coran, exactement. Ah oui. J'avais besoin de m'apaiser autour de cette langue aussi. Mais j'avais aussi besoin de comprendre, et le prêche d'ailleurs de l'imam ce soir-là était très émouvant, et surtout il prônait le pardon tout le long. Et moi j'ai cette image en fait qui me vient en boucle en me disant pourquoi est-ce que c'est pas juste possible en fait finalement de rassembler la pluralité, ce que je suis moi. Je suis une musulmane, je suis une française. Ouais. Je comprends pas les prêches en arabe, mais j'en ai besoin. J'aime aller dans un lieu de culte qui est beau et qui est moderne, non pas et pas dans une cave. Désolée Mehdi, mais moi je sais que j'ai pas envie, et j'ai jamais eu l'occasion aussi d'aller au fond d'une cave. Non, mais si je peux me permettre, je peux faire quand même le Hilton au Formule 1. Mais disons que parfois mais j'en avais besoin. Les dirigeants du Hilton sont moins sympathiques que les dirigeants du Formule 1. C'est alors tout ce que je dis. Tu sais pourquoi c'était important pour moi? Pas pour la beauté du lieu, mais parce que c'était propre, c'était organisé, parce qu'il y avait un esprit convivial, parce que c'était grand, parce que les femmes avaient tout un espace réservé et on avait notre place, on pouvait prier en toute décence et non pas derrière tout derrière un rideau. Exactement, on avait tout un étage pour nous, ou au sous-sol comme à la mosquée de Paris. C'est important d'intégrer aussi les femmes dans les mosquées et dans l'islam en général aussi. Ouais, d'ailleurs, dans les nouvelles mosquées, vous avez remarqué que les femmes parce que dessus. Moi, je dis pas autre chose que ça. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que nous devions, je préfère quand même une mosquée dans laquelle il y a un certain confort, une salle d'ablution relativement propre, avec un lieu pour les femmes, un lieu pour apprendre, un lieu pour se rencontrer, bien sûr. Mais disons qu'il y a certaines belles mosquées. Une belle mosquée, c'est une architecture, c'est simplement du confort. Maintenant, elle est motivée par quoi? Elle va vers où? Elle emmène les musulmans qui y prient vers quel avenir et vers quel projet de société. C'est tout ce que je dis, hein. C'est pas. Je suis pour le confort aussi, hein. Bah évidemment, comme tout le monde, hein. En tout cas, vous continuez de voter. Est-ce que l'État est dans son rôle de vouloir réorganiser le culte musulman en France? C'est ce qu'a préconisé en tout cas le Premier ministre hier lors de son deuxième discours de politique générale. Deuxième, d'ailleurs, je crois que c'est un peu inédit en tant que Premier ministre. Édouard Philippe, c'est le deuxième discours qu'il fait depuis effectivement qu'il est arrivé à la tête de ce gouvernement. Il était de ce matin d'ailleurs au Sénat, ça léchait de politique générale, il en était question. C'est un marathon, hein, donc après l'Assemblée nationale hier, place donc au Sénat ce matin. Le Premier ministre en a présenté une version plus territoriale, on va dire, aspect rarissime d'ailleurs de l'intérêt de l'exécutif, envoyé des mains tendues aux élus locaux qui évidemment mobilisent des sénateurs, et ne l'a pas fait, j'allais dire, de manière désintéressée, parce que se prépare, on vu, mon cher Abdestabitache, les municipales, et La République En Marche a aussi une carte à jouer, une énorme carte à jouer pour la continuité de son mouvement pour les municipales en 2020.
Oui, évidemment, la République en marche a tout intérêt à avoir un maximum d'élus, puisque au Sénat, ce sont les grands électeurs qui votent, donc les conseils municipaux, les adjoints au maire, les conseils départementaux, les conseils régionaux, les présidents de conseil régional, les présidents de conseil régional et les vice-présidents. Donc naturellement, l'intérêt de la République en marche, c'est d'avoir un maximum d'élus. Ouais. Donc quitte à composer avec la droite dans certaines communes et la gauche dans d'autres, pour avoir ce maximum d'élus. Ouais. Pour avoir un nombre de sénateurs suffisamment important pour pouvoir peser. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 3 ans, on vote pour la moitié de l'Assemblée et que la prochaine élection de la moitié de l'Assemblée se fera dans 2 ans. Donc la République en marche a tout intérêt et c'est régional, tu veux parler ? Non, je parle de la sénatoriale. Ah oui, sénatoriale. Oui, tous les 3 ans, on vote pour la moitié du Conseil. J'aime à rappeler d'ailleurs ici, cher Mehdi, cher Karima, cher auditrice auditeur, que quand François Hollande est arrivé, il a eu les pleins pouvoirs à un moment. Il avait les 2 assemblées. Il avait les 2 chambres. Oui. 25 régions sur 26, il me semble. Les pleins pouvoirs. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qu'il en a fait ? La chambre à coucher. Hein. Ouais. Ça, il y allait en scooter, Mehdi. Pardon. Humour de cheminot. Voilà. Bon, alors, donc voilà. Pour en tout cas, Édouard Philippe et pour son discours. En tout cas, vous continuez de voter. Est-ce que l'État, est dans son rôle ? Vous votez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, bien sûr. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, Karima, tout va bien ? Parfait. Bon, super, tu es bien, on prend bien soin de toi. Bon, allez, quelques infos zappées là qui vont peut-être vous faire réagir, messieurs, dames, sur France Maghreb 2. En commençant par cette information qui m'a été envoyée par Karima, et j'avoue qu'elle est intéressante. C'est le Sénat en fait qui est revenu mardi sur l'allongement des délais du recours à l'avortement qui devait passer, sachez-le, moi je ne le savais pas, pour être très honnête, de 12 à 14 semaines. L'exécutif propose de reprendre des discussions tout simplement à la rentrée. Rétropédalage, c'est ce qu'on peut ainsi qualifier de la part du Sénat, et le Sénat qui avait adopté le 7 juin un amendement justement à l'allongement de 2 semaines, donc l'avortement, de supprimer en fait cette disposition qu'ils avaient eux-mêmes pris. En fait, voilà, c'est à ne plus rien comprendre. C'est en fait, on allonge et puis après on revient en arrière, rétropédalage sur le fait de l'avortement, d'allonger donc de 12 à 14 semaines, sachant que c'est un sujet un peu délicat parce que les positions là-dessus peuvent être extrêmement divergentes selon que on y associe une approche religieuse ou une approche sociétale. Karima là-dessus. Oui, alors c'est vrai que moi je ne savais pas qu'il y avait des pourparlers autour de l'allongement de l'IVG, donc effectivement qui devait passer de 12 à 14 semaines. Quand je l'ai su ce week-end, comme beaucoup d'autres femmes sur les réseaux sociaux, on était très heureuses et beaucoup d'associations féministes ont applaudi l'initiative sous l'impulsion un petit peu du claim My Body My Choice. Ça veut dire les gens ne décident pas pour nous si on veut quand est-ce qu'on veut avorter, en tout cas jusqu'à une libre disposition de son corps. Exactement. Et donc vraiment tout le monde a applaudi. La blogosphère était heureuse. Pendant 48 heures, on voyait plein de tweets dans ce sens. Et puis effectivement, il y a eu cet imbroglio parlementaire avec la ministre de la Santé qui finalement disait mais attendez, la loi elle est passée en catimini vendredi. Il y avait personne au Sénat. Vous avez voté une loi sans qu'on soit en gros au courant, et c'est sous l'impulsion de Laurence Rossignol, qui est de gauche. Voilà, donc en plus on sent qu'il y a quand même une tension entre c'est pas une tension, on sait très bien qu'il y a cette tension entre la gauche et la droite, mais en tout cas jusqu'à où elle impacte en fait c'est leurs différents sur là on parle du droit du corps des femmes. Ouais. Donc est-ce que c'est juste de l'ego entre partis politiques? Ça devient quand même très problématique. Et puis finalement moi j'ai aimé Marlène Schiappa qui s'est prononcée en disant bon attendez, on n'est pas en train de dire qu'on recule à 100%, on est juste en train de dire qu'il faut prendre le temps d'en parler, qu'il faut poser le débat et qu'on ne pouvait pas passer comme ça des lois en catimini. Alors sur le fond, moi je suis d'accord. Ok, je veux bien qu'on réfléchisse à 2 fois. Maintenant, on le sait, il y a tellement de lois qui sont passées pendant les vacances scolaires, au mois de juillet et au mois d'août en catastrophe, quand personne n'est à l'Assemblée, et là ça ne pose problème à personne en fait, quand ces lois sont passées. Alors j'ai pas d'exemple en tête, je suis sûre que toi Abdeslam t'en as plein en tête. Au mois d'août, quand on le sait, au mois de septembre on a toujours plein de surprises sur ce qui s'est passé pendant l'été. Donc pourquoi cette ingérence aussi, encore une fois, sur des questions qui touchent quand même les femmes et le droit des femmes, sur des combats féministes
féministes qui sont en plus aujourd'hui de plus en plus entendus, et il y a les combats féministes sont depuis le mouvement MeToo sont de plus en plus presque. Ça devient un lobby cette histoire. Alors cette histoire devient un lobby. Là, non, les féministes deviennent un lobby. Voilà, bon écoutez, moi j'attends de voir effectivement à la rentrée. J'ai confiance en Marlène Schiappa et sa façon d'avoir temporisé les choses. J'espère que ça ira dans le bon sens et qu'on entendra surtout toutes les associations féministes qui s'étaient réjouies le week-end dernier de cette annonce. Alors les féministes, Mehdi Chebaiki. Les féministes, oui. Disons qu'on a des avis qui divergent assez grandement en fait. Ouais, pourquoi ? Parce que au niveau de la société en fait, si tu veux, ça a coupé, donc j'ai pas entendu le début. Ça parlait de l'avortement, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, qui devait être allongé de 12 à 14 semaines. La loi, en fait, il y avait une loi vendredi qui a été votée, qui rallongeait le délai de l'IVG de 12 à 14 semaines. Et puis finalement, mardi, la ministre de la Santé a rétropédalé. Pédalé. Voilà, elle a rétropédalé. D'accord. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. C'est pas rétropédalage. Oui, en fait, moi, disons que je suis pas du tout sur la même ligne que beaucoup de gens là-dessus. Je suis assez traditionnaliste, je ne suis pas contre l'avortement, mais disons que l'avortement, je suis pour qu'il y ait des causes à cela. Alors je vais mettre un pavé dans la barre, et sur mon avis, on est sur France Maghreb 2, on peut en parler librement ou pas ? Bien sûr, évidemment, tu connais l'émission quand même. Alors voilà, quitte à passer pour un salaud de macho réactionnaire, pour moi, l'avortement est un geste grave, puisqu'il s'agit tout de même un grave pour la mère et pour l'enfant à naître. Donc c'est pas quelque chose qui doit être... c'est quelque chose de relativement intime, quelque chose qui nous rappelle à la vie, qui nous rappelle à la mort, qui nous rappelle au choix de l'être humain et des limites de ses choix. Donc moi j'ai strictement aucun problème avec un avortement curatif, au sens où une femme violée, lorsque la vie d'une mère est en jeu, lorsqu'une fillette a été violée, lorsque la grossesse est soit dangereuse pour la mère, soit le résultat d'un traumatisme, je trouve ça tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. Et là, c'est soit une tierce personne par le fait d'un viol qui a imposé sa volonté à une femme, soit un problème qui pourrait mettre en danger la vie de la mère. Et là-dessus, il y a aucun problème. Là, on parle vraiment d'actes médicaux et ce sont des choix. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai précisé à dire. Par contre, le libre choix de l'avortement au nom du respect du corps de la femme déjà en tant que telle, on est quand même des humains avant d'être hommes et femmes, hein. Donc quand on parle des droits de la femme, c'est les droits de la femme, mais c'est les droits de l'être humain. La femme est un être humain parmi d'autres et elle appartient à une société, comme l'homme appartient à une société. On ne peut pas faire sans les autres. Il y a les adultes, il y a les enfants, il y a les bébés, il y a les vieillards. Et là, pour moi, le choix... le choix d'une femme qui serait par exemple majeure, en bonne santé, qui n'a pas d'autres problèmes et qui décide simplement d'avorter parce que soit elle n'a pas pris la pilule, ou elle n'a pas mis de stérilet, ou son partenaire sexuel n'a pas daigné mettre un préservatif, donc prendre strictement aucune précaution avec ça, ça personnellement je suis contre d'enlever la vie dans ces conditions-là. Tu as toute ta place en Louisiane, Mehdi. Ils t'attendent, je pense. Voilà. C'est ce que mais je m'y attendais, il y a aucun problème, hein. Tu vois tout de suite, lorsque l'on développe un avis qui n'est pas forcément. Mais c'est pas ça. Boum, on est renvoyé à Trump, à la Louisiane, il n'y a pas de problème. Je savais très bien pertinemment qu'en venant et en disant, avec pourtant autant de nuances que possible, les choses, sans vouloir insulter personne. J'ai pas voté pour faire ce genre de loi. Je suis pas là à faire du lobbying. Je dis ce que j'en pense. Point barre. Mais en tout cas, tu l'argumentes parfaitement et j'ai senti que tu as essayé de mettre des nuances là où pour moi c'était très dur à entendre. Alors, l'idée n'est pas d'être pour ou contre l'avortement. Moi, je pense que je fais ce que je veux. Non, en fait, je t'explique. Là, sur ce débat, sur cette question-là précise qu'on a soulevée,
L'idée déjà, elle était de dire, est-ce qu'on, d'un point de vue parlementaire, d'un point de vue législatif, est-ce qu'on peut déjà revenir ou pas sur une loi et dans quelle mesure ? Ça c'était la première chose. Ensuite, sur le droit ou pas à l'avortement, on n'en est plus là aujourd'hui en France. Mais t'es au courant quand même qu'on n'en est plus à remettre en cause l'avortement et les conditions de l'avortement et les raisons de l'avortement. Non mais on m'a posé une question. Non, mais on n'en est plus là. Ça je veux dire, ce débat-là et de formuler ça, il est complètement obsolète de penser comme ça. Mais cette réflexion, elle valait il y a peut-être 60, 70 ans. Aujourd'hui, on peut plus encore. Mais non, mais on peut plus penser comme ça. Je les respecte. Mais on ne peut plus penser comme ça aujourd'hui. Mais je comprends pas en fait que quelqu'un puisse encore penser comme ça. Attendez. On parle pas en même temps. Vas-y. Juste une chose. Est-ce que je suis en train là de dire il faut aller voir les médecins qui font les médecins avorteurs et leur. Non, mais si tout le monde pense comme toi, on revient à ça. Au vu de mon éthique, voilà ce que je pense. Après, libre aux gens, la loi leur permet, libre aux gens de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, au vu de mon éthique, au vu de ma croyance, au vu de ce que je suis, de mon expérience également, voilà ce que je pense. Dans un instant. Moi, j'aurais bien voulu. Oui, tu vas le dire dans un instant. Tu vas nuancer tout cela, mon cher Abdeslam. Tu vas remettre tout cela de l'ordre un petit peu dans tout cela. Je vais remettre les. Et c'est ça, voilà. L'exemple concret de cette émission, ma chère Karima, c'est ça. Un échange d'idées. On n'est pas d'accord, on le fait valoir. Mais ça se passe dans le respect, donc tout va bien. A tout de suite avec le Va te faire follow de Hicham Terak à la rencontre de Wallace, cet humoriste marocain qui vit au Sénégal et au Côte d'Ivoire, et qui était de passage à Paris. A tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ah mais quel débat mes amis, quel débat, j'aurais pas suscité franchement un tel débat autour de cette info zappée, de ce délai de l'avortement qui aurait dû passer de 12 à 4 semaines, qui a finalement été retoqué par le Sénat. Et là, voilà, un échange d'idées entre Karima Perroni, ici présente, journaliste avec nous, avec Mehdi Chebaïki de Lyon, et Abdeslam au milieu, qui écoute comme d'habitude gentiment et qui observe et qui va nous faire sa petite conclusion, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose, et notamment, tiens, sans transition aucune, et pardonnez-moi par avance, on va parler d'un robot cuisine dans un instant. Ça ne s'invente pas, Abdeslam. Alors, si tu permets, juste pour... moi, j'ai entendu les uns et les autres. Moi, je voulais juste dire une chose. D'abord, il ne s'agit pas d'un rétropédalage d'Agnès Buzyn, qui est ministre de la Santé, mais que ça a été voté en catimini dans la nuit par à l'initiative de Laurence Rossignol, et ça avait été voté par une majorité de sénateurs de gauche, sachant, alors pour l'histoire, le Sénat est à droite. Il n'est pas la République en marche. Et en fait, dans le dos de tout le monde, les sénateurs se retrouvaient en nombre des sénateurs socialistes pour faire voter cet amendement au Sénat. Naturellement, il est question que ça passe à l'Assemblée nationale. Sauf que très sagement, le gouvernement dit attendez, temps mort. On attend cette réflexion, cette proposition nécessite une réflexion sur un aspect éthique, sur un aspect physiologique, sur le bien-être des personnes, et on ne peut pas prendre une décision comme ça par-dessus la jambe sans justement entendre l'avis de certains experts, de certains médecins. Il y a des commissions et des groupes de travail à l'Assemblée nationale qui travaillent très bien sur cet aspect-là qui est la santé, pour justement trouver une solution. Donc ça n'est pas Agnès Buzyn qui a reculé. Ensuite, moi je voulais juste ajouter une précision sur Madame Rossignol que je déteste, qui est une odieuse femme. Non mais qui est une odieuse femme qui avait tenu des propos. Comparer les nègres. Ouais, c'est ça. Et j'ai retrouvé d'ailleurs sa phrase. Ouais, c'est quoi la phrase? Rappelle-nous. Concernant les femmes voilées. Donc, elle comparait le voile à l'esclavage. Et elle avait dit, bien sûr qu'il y a des femmes qui choisissent. Il y a aussi des nègres américaines qui étaient pour l'esclavage. Ouais, exact. Donc, on peut penser sur Europe 1, je crois. Moi, des gens comme ça, moi, je ne leur accorde aucun crédit, et je me demande pourquoi des gens comme ça sont encore dans la politique quand on tient ce type de propos. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'elle soit condamnée pour ce propos. Bon, alors, on va passer à autre chose. Ça va, tout va bien, Karima, hein? Bah là, l'amalgame, il est quand même, le raccourci, il est difficile pour moi. Enfin, je veux dire, moi, je cautionne absolument pas ces propos-là, bien sûr, et je ne suis pas la politique de Laurence Rossignol. En revanche, pour moi, il était important, effectivement, de se poser la question sur la prolongation ou pas du délai. Et encore une fois, le débat, Mehdi, il n'est pas sur est-ce qu'on est d'accord ou pas sur l'avortement, mais est-ce qu'on est d'accord ou pas sur rallonger le délai de l'avortement. Tu es d'accord pour que le débat, c'est ce que moi j'ai envie de dire, je le dis et ça s'arrête là. Après, au niveau technique de comment, de pourquoi, c'est par exemple comme la loi sur le voile, les lois sur les mamans plusieurs années sur le voile. Elles ont été votées. Il n'en demeure pas moins
que de mon côté, eh bien, je peux continuer à être contre ces lois et à dire que ce sont des mauvaises lois. D'ailleurs, d'où l'intérêt d'avoir les deux chambres. Qui auront la même position que toi et qui vont me dire non mais c'est bon, c'est terminé, c'est acté, maintenant il faut passer à autre chose, la modernité veut que, etc., etc. Moi c'est pas mon avis. Lorsqu'on pose la question, j'y réponds sincèrement. Où des femmes se sont battues. Il veut pas être parce moderne, qu'il y avait mais beaucoup de femmes qui sont mortes justement par des accouchements clandestins. Oui, la Deuxième Guerre mondiale, c'était oh là là, on a beaucoup de monde a souffert et puis on peut pas dénigrer. Il y a plus de 500 000 femmes au monde meurent. 500 000 femmes au monde meurent d'IVG illégaux. 500 000 femmes, mais c'est pas de la démagogie, c'est une réalité, Mehdi. Ça existe. Les avortements existent. Alors donc on ferme les yeux dessus. Parce que pour les personnes qui sont pas capables de comprendre et de saisir certaines nuances, point barre, et un avis différent, c'est pas grave. Je veux bien jouer le méchant, je veux bien jouer le mauvais rôle, mais moi simplement j'ai un avis qui est le mien. Je l'impose à personne. Je suis pas là à vouloir remettre en cause. Mehdi, on est sur l'allongement. Mehdi et Karima. Et mon avis personnel, c'est celui-ci. Le jour où tu me verras défiler avec des grandes pancartes, peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras me traiter de réac ou ce que tu veux, ou d'habitant de la Louisiane ou de Trumpiste. Mais pour le moment, c'est simplement, on me pose une question. Moi, j'ai une éthique et une morale qui est la tienne. Ce qu'il faut absolument, et je l'ai dit. Ce qu'il faut absolument, c'est temporiser, laisser justement certains experts pouvoir discuter de ce fait, qui n'est pas une décision légère à prendre, et qu'on puisse peser le pour et le contre, et se dire et se poser la bonne question de l'utilité ou non, la nécessité ou non d'avoir à prolonger ou non ce délai-là. Mais aujourd'hui, le gouvernement dit, et je pense qu'ils ont été sages sur ce point-là, ils disent on temporise. On attend, on laisse passer les vacances et on aborde ce sujet de façon sereine. On voit bien qu'il y a de l'engouement de la part de l'un et de l'autre. Je pense que de façon sereine, nous on représente, tu sais, Mehdi, je pense qu'on représente finalement la France et ses antagonistes de toute façon, parce que les débats qui vont avoir lieu suite à cette deuxième révision de cette loi, ça va être exactement les mêmes arguments que toi et moi au final. Et je trouve ça, moi pour ma part, je pense que c'est dommage parce que l'idée n'est pas de remettre en cause l'avortement, mais c'est bien le délai de pourquoi est-ce qu'il faut ou non prolongé de 2 semaines. Les réalités médicales. Non, mais juste pour faire un exemple. Ouais, non, mais il faut qu'on avance, là, les gars. Non, mais tout bête, rapidement. C'est simple. Aujourd'hui, le taux d'alcoolémie pour conduire, c'est quoi? C'est 0,5, c'est ça? Ouais, j'en sais rien, je bois pas. J'ai pas le permis. Bon, bref, voilà. Mais c'est exactement pareil. C'est exactement ce que je dis. Si ça pouvait être 0, moi, c'est bien. Pour dire, est-ce qu'il faut le passer à 0,2, à 0? Pour moi, il faut le passer à 0. Mais je comprends la démarche. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand je donnais cette info d'appel, je savais que ça allait susciter un débat. Je veux dire, et je l'impose pas. Est-ce que je peux en placer une dans cette émission? Je savais que ça allait susciter un débat parce que ça dépend de quelle approche on vient aborder ce sujet. Et tous les avis se respectent, bien entendu. C'est ce que vous avez fait tranquillement, en défendant vos arguments. Hein, et c'est très bien ainsi. Bon, on passe à autre chose. Il faut qu'on avance, on est très en retard. Je vais peut-être zapper d'ailleurs des infos zappées. On va prendre du temps sur le quiz, hein, Christophe. Oui, vous inquiétez pas. D'ailleurs, Karima aura l'occasion de se venger tout à l'heure. C'est ça. Tiens, on va parler sans aucune transition de Lidl, qui, vous savez, s'est targué en vendant un robot de cuisine, puisque depuis quelques jours, elle a commercialisé donc un robot cuiseur équivalent au célèbre Thermomix, mais l'appareil qui susciterait beaucoup d'interrogations car il est équipé d'un micro caché. Si celui-ci est inactif, il pourrait toutefois permettre d'espionner ses utilisateurs en cas de piratage, rapporte donc un site qui a fait ses découvertes ainsi que des journalistes spécialisés. Moins étonnante qui serait sous l'appareil. Donc nos confrères ont démonté l'appareil qui peut se connecter à Wi-Fi, se sont aperçus en effet qu'il y avait une tablette dotée d'une ancienne version d'Android datant de 2015 qui était reliée à un micro dont l'existence n'avait jamais été donné après quelques manipulations. Ils ont d'ailleurs pu communiquer sur l'application Discord, un équivalent de Skype. Voilà. C'est quand même incroyable cette histoire de robot cuiseur, ça fait flipper. Ça fait flipper. Quand mesdames vous allez faire, enfin mesdames et messieurs, voilà, absolument, merci. Qui vont faire de la cuisine, vous allez pouvoir être espionnés avec ce fameux micro pourri. Mais j'ai même peur qu'en fait ça soit déjà le cas, parce que là c'est le patron de Lidl a réagi en disant que oulala, mais non, on n'était pas au courant, machin, mais vous inquiétez pas, tout va bien. En même temps, nos téléphones, moi j'ai toujours entendu que nos téléphones finalement c'était déjà des objets hyper connectés et si on voulait nous espionner là, les renseignements généraux, ou je sais plus effectivement comment ils s'appellent aujourd'hui, avaient tout à fait accès en fait à nos conversations et même à ce qu'on regarde sans limite. Ça fait un peu flipper, hein, le Big Brother puissance. C'est ça. Mais dis, tu utilises le robot de cuisine de temps en temps?
Ah ben non, moi je suis un macho réactionnaire. Voilà. Alors, si tu Faut être parles- constant. Je suis tout à la main et au couteau à l'ancienne, moi. Un vieux boucher. Alors pour le coup, moi j'ai une anecdote parce que je regardais un jour une chaîne de téléboutique et en fait ça vantait le c'est mérite mignon. de Tu non, de regardais vaisselle. les Non, chaînes mais de téléboutique. ça m'arrive et en fait ça parlait d'une poêle qui ne collait pas et la commerciale dit mesdames avec ça vous n'aurez plus de problème et j'ai été hyper vexé parce qu'on a exclu pas l'homme pris de en la cuisine. considération. Non, non, Alors c'est- que les c'est- meilleurs cuisiniers sont des hommes. exactement les grands chefs. Je Oui. parle des grands chefs. D'accord. C'est une Hélène Darroze, si vous nous entendez. Oui, ben non, d'accord, mais bon, voilà. Bon, allez. Pourquoi Tout va Alors bien. non, En non, tout non, cas, non, non, je c'est suis obligée. bien, moi. Attends, je suis obligée, Christophe. Je suis Qu'est-ce qu'il désolée. y a Qu'est-ce Mais qu'on en a fait, encore dit non, parce qu'il y a une vraie théorie par rapport à ça. C'est vrai que les plus grands coiffeurs, les plus grands cuisiniers, les plus grands même make-up artistes sont des hommes. Et on s'est posé la question pourquoi. Oui, Et pourquoi en fait, j'ai lu cette étude qui disait non pas parce que les hommes étaient meilleurs que les femmes, quoique, j'ai aucune opinion sur ce point-là, mais en revanche que les femmes justement mettaient peut-être leur carrière en suspens parce qu'à un moment donné dans leur vie, elles avaient une charge mentale qui était trop lourde à la maison ou qui devaient s'occuper de leurs enfants, etc., ou de la maternité, les congés de maternité à rallonge, etc. Et du coup, c'est de ce fait-là qu'elles devaient mettre leur carrière entre parenthèses. Paternité maintenant aussi. C'est de ce fait-là qu'elles mettaient leur carrière entre parenthèses, et ce qui ne leur permettait pas d'accéder à l'excellence des personnes qui sont à leur place, donc des grands chefs, des grands coiffeurs et celles qui ont fait ça, elles font une autre, elles atteignent une autre excellence. C'est celle d'avoir une famille sur leurs épaules, celle de préparer l'avenir de la France, l'avenir de la nation, l'avenir du monde, même de demain, en inculquant l'éducation et les valeurs. Et l'excellence qu'elles ont est tout au moins aussi égale que celle de l'excellence d'un chef cuistot lambda. Hein. L'avenir de la France et des enfants français ne sont pas juste sur les épaules des seules mères. Ça peut être aussi tout à fait partagé, comme dans Oui, comme sur ce l'exemple terrain-là, des c'est vrai que pays, c'était des pays nordiques. Alors non, mais parce qu'on va pas être d'accord sur toute l'émission. Moi, tu sais, le 50-50 exact, la parité, il faut alors homme, femme, noir, blanc. Alors je suis pas du tout là-dedans, tu vois. Maintenant, ce que je dis simplement, c'est que on essaye de. Il y a Hicham qui attend, sinon ça vous dérange pas, les gars. Ok, non, mais on essaie juste on essaie parfois et même souvent de faire passer une mère qui a choisi ses enfants, qui a choisi son foyer familial pour une perdante, Mais pas du tout. pour quelqu'un qui n'a pas une grande carrière. C'est pas Et ce ça, que je je trouve dis. ce discours, il est complètement déshumanisant C'est pas ce que déjà. Il est grave et C'est il pas ce qu'elle a dit, C'est Mehdi. pas du tout C'est ce pas que ce qu'elle a j'ai dit, dit, Karima. Mehdi. Et est-ce que j'ai dit non, j'ai pas dit que c'est ce qu'elle a dit. Je dis que hélas, il y a une partie de ce discours qui est là. D'accord. Bon, allez. Bon, moi, j'aime beaucoup vos échanges. Hein. Je vous dis que c'est en train de me. Faudrait C'est en faire train de. des émissions. Abdeslam, je sais pas si toi, t'es comme moi, un peu spectateur. Ça me donne envie de. Ça me donne des choses. Ça me fait réfléchir, tout ça. Bon, mon Mehdi Chebaïki, je t'ai découvert sous une autre facette aujourd'hui. Non, tu le savais très bien. T'as fait exprès de me dire de venir aujourd'hui. tiens. Ah, pas du tout, alors pas du tout. Bon, allez, Hicham Terak, c'est Va te faire follow. Vous savez, ces personnalités qu'on découvre justement sur les réseaux sociaux, qui émergent, qui font des vues, etc. Mais en fait, qui sont-ils? C'est la recherche, en tout cas, qui est faite dans cette chronique de Hicham Terak, qui est parti à la rencontre lors de sa venue en France de Wallace, un humoriste marocain qui vit en Côte d'Ivoire. Va te faire follow, Hicham Terak. Du coup, finalement, malheureusement, l'humour est sans frontières, mais pas les hommes. Exactement, c'est ça qui est dommage. L'humour est sans frontières, ça dépend. Moi j'adore passer au-dessus des frontières sur scène, mais oui, pas les hommes. Pas les hommes parce que je pense que il a dû se passer quelque chose qui a fait que voilà. Moi, mon père, quand il est allé en Côte d'Ivoire, la France c'était son visa. Hein. D'accord. Mon père, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1956. Déjà, je vais te poser cette question, pourquoi la Côte d'Ivoire? Moi, il s'est trompé de route, j'en suis sûr. Mon père, il partait en France à la base. Il m'a dit, je suis arrivé dans la Côte d'Ivoire en 1956, c'était encore une colonie française. Ouais. Je dis alors, il m'a dit, j'ai vu le drapeau de la France, je suis rentré. D'accord. Et il s'est installé. Simplement. Et mon père m'a dit, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, tu sais, en 1960, le 7 août 1960, quand l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été proclamée, on m'a proposé 2 nationalités. On m'a proposé la française ou l'ivoirienne. D'accord. Et mon père a choisi l'ivoirienne. Et j'ai dit à ma mère pourquoi il a fait ça. Elle me dit je crois qu'il avait pas bien compris la question. D'accord, ok. Mais en tout cas aujourd'hui je pense que ça te sert beaucoup quoi qu'il arrive. Énormément, je suis fier de venir de là, vraiment. Écoute, pour rien te cacher, il y a des grosses têtes ici de l'humour en France qui m'ont fait des grosses propositions pour venir rester là, m'installer ici, et j'ai refusé.
Pourquoi ? Parce que l'Afrique, je peux pas. Je peux pas vivre ailleurs qu'en Afrique. Je suis chez moi là-bas. C'est bien. Tu sais, tu connais ce sentiment de quand tu es chez les gens et quand tu es chez toi. Ah pareil, bien Eh ben, sûr. c'est comme ça, moi. Moi, quand je rentre à Abidjan ou au Maroc, je suis chez moi. Ok, prends parfaitement. Et juste ça, ça vaut tout l'or du monde. Bon. D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire ? Vraiment tout. Quand je vais prendre un Uber, comment il va se comporter avec moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à comment ça se serait passé si on était en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Cette fameuse ceinture de sécurité que vous avez l'habitude de mettre, nous chez nous ça n'existe pas. Ouais, je suis La d'accord. ceinture des fois tu reçois des voitures sans ceinture. C'est pour l'Afrique. Ça existe, ça ? Oui, bien sûr. C'est pour l'Afrique, ça passe. D'accord. Mes spectacles parlent vraiment de ça, de la chaleur africaine dans tous les sens, de l'hospitalité africaine. Moi, je parle beaucoup de mes voyages dans toute l'Afrique, de ces petits problèmes que j'ai pu avoir dans certains aéroports, que ce soit en Afrique ou en Europe, des formulaires à remplir quand je suis allé aux États-Unis. La dernière fois à l'aéroport de Montréal, j'arrive à côté du gars du policier, mais véridique. Hein. Il me dit, monsieur, reculez derrière la bande jaune. Et je me retourne et la bande elle était rouge. Je me dis je vais pas lui dire qu'elle est pas jaune, sinon il va me dire monter dans l'avion. Donc je retourne derrière la bande jaune. Moi j'étais super fier de venir jouer au Canada pour la première fois. Donc il fallait que je fasse les choses doucement. Donc je recule sans problème. Il me dit avancer, j'avance, donc j'ai compris qu'il voulait juste me faire chier. Il ouvre mon passeport, il me dit vous venez au Canada pourquoi? Je lui dis un spectacle, il me dit immigration 2. Je lui dis ah non je crois que vous avez pas compris, je viens pas pour immigrer, je viens pour un spectacle. Il me regarde, il me dit immigration 2. Je me dis vas-y, dis-lui rien sinon il va te dire monter dans l'avion. Donc je vais à l'immigration 2, je donne mon passeport à ce petit qui est super sympa. Alors vous venez de Côte d'Ivoire l'autre, donc on discute et tout. Il me dit vous venez faire quoi au Canada? Je dis je viens faire un spectacle. Et là il me dit sais-tu me dire une joke là? Et ça voulait dire raconte-moi une blague. Moi j'ai pas compris. Donc je lui ai dit bien sûr. Et on s'est regardé pendant 10 secondes, très mal à l'aise. Lui et moi, on était mal à l'aise chacun de son côté. Et il a compris que j'avais pas compris, il m'a tamponné, il m'a dit bienvenue au Canada. Donc tout ça c'est des choses que tu sors de là et tu te dis il vient de m'offrir un sketch. Carrément. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Retrouvez Va te faire follow sur tous les bons réseaux sociaux. Et aussi à la radio. Allez, je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez vous faire follow. Merci mon Hicham Terak. Rendez-vous demain pour la dernière partie de cette chronique Va te faire follow. Nous rendez-vous sur France Maghreb 2 dans le grand forum que vous pouvez retrouver d'ailleurs en vidéo pour ce qui est de l'entretien en intégralité. Je crois que d'ailleurs le Va te faire follow qu'a fait Karima Perroni, tu l'as fait, hein. On a hâte d'écouter. Hein. Voilà. Ceux qui m'ont adoré là. Bon, en tout cas, Va te faire follow donc à retrouver en vidéo sur la page Christophe Le Grand Forum et sur tous les bons réseaux sociaux. Juste avant la pub et de manière très rapide parce qu'on a pris beaucoup de temps sur un sujet qui vous a beaucoup occupé, l'avortement pour ne pas le rappeler. Est-ce qu'on peut parler vite fait de l'Algérie, de ce qui s'y passe parce que là on est dans une opération main propre les amis. Là c'est quand même la quartier de Haraj, pardon, la prison va devenir le nouveau QG des anciens responsables algériens. Puisqu'en effet depuis hier s'y trouve le ancien Premier ministre ou Yahya, aujourd'hui Abdelmalek Sellal, Ali Guidiri apparemment qui va pas tarder d'y aller. Voilà, beaucoup de monde en tout cas sonne aux portes de cette prison à se demander même si le Conseil des ministres algérien risque de se faire Al-Haraj. Donc votre avis rapide s'il vous plaît. Tiens Mehdi, sur l'opération main propre en Algérie, c'est satisfaisant? Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Donc ceux qui ne... Mehdi? On a perdu notre ami Mehdi, décidément, tout va bien. Du coup, Abdeslam, pour temporiser, le Haraj, de toute façon, s'est transformé en prison de la santé. Tout le monde connaît cette prison en France où justement on a tous les politiques qui s'y retrouvent et tous les gens qui justement ne sont pas des prisonniers de droit commun et qui sont écartés. Aujourd'hui, le Haraj, oui, en effet, on se retrouve avec tous ces gens qui ont été corrompus et qui ont été corrupteurs à un certain moment. Mais moi, je ne présume de rien. Aujourd'hui, l'Algérie est aussi un état de droit et le droit s'applique et que ces personnes doivent être entendues. Et s'ils ont été coupables et s'il y a eu détournement et s'il y a preuve de détournement, à ce moment-là, ils seront condamnés. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, mais c'est qu'un seul clan qui est touché?
Je leur réponds que le jour où ils arrivent, le jour où tous les clans, en fait, l'Algérie a été dirigée par des clans depuis qu'elle est indépendante depuis 62, depuis son retour à l'indépendance. Ouais. Donc à partir de là, pensez un seul instant que des manifestations populaires va émerger tout d'un coup des leaders politiques sains, honnêtes, propres, la probité, qui seront à même de faire face à des négociations internationales avec d'autres pays et de créer un État solide. Non, il faut être un peu réaliste et se satisfaire. Ça ne veut pas dire demander plus. Mais déjà être content de ce qui se passe actuellement. En tout cas, c'est mon avis. Non, mais ton analyse est lucide et en effet, tu sais, on disait la France est partie, elle a laissé ses enfants et ce système. La France est bien emmerdée d'ailleurs. Non, mais ce système de corruption est un héritage colonial qui a toujours existé depuis 62 et qui a perduré. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui justement se sont allègrement gavées, alors je respecte la présomption d'innocence, je n'ai pas donné de nom, mais si les personnes étaient justement, on avait la preuve de détournement et de transfert d'argent vers des paradis fiscaux, les îles Caïmans et consorts. Les gens naturellement seront condamnés. Donc je prends juste. Alors ça prendra du temps, Mehdi, tu as raison. Je prends juste souvent l'exemple de l'Irak. Les Américains ont carrément scié ont interdit à tous les anciens membres du parti Baas. Ils ont tous été chassés du pouvoir. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes à l'époque. Simplement, c'était l'ensemble des têtes gouvernantes de l'Irak. Et je parle pas simplement des grands pontes du parti Baas, mais également tous ces hauts fonctionnaires, toute une partie. On ne peut même De Gaulle à l'armistice, même De Gaulle après la Seconde Guerre mondiale a été obligé de signer des amnisties pour conserver des compétences. C'est une nécessité, hélas. On ne peut pas. Alors, il a signé une autre amnistie, le général de Gaulle. C'était après la guerre d'Algérie, où toutes les personnes qui ont commis des crimes de sang en Algérie ne sont plus attaquables aujourd'hui. Karima Perroni, c'est ta partie algérienne qui ressort. Exactement, j'allais le dire. En tant qu'Algérienne, moi je m'interroge. En fait, bien sûr que je suis contente que des têtes qui, si elles ont commis ou pas des fautes, puissent enfin être entendues par la justice et que on ait un semblant, je l'espère, peut-être un jour en Algérie d'une équité et peut-être de la disparité, de la réduction en fait des inégalités, en tout cas au sein de certaines catégories du gouvernement et entre le peuple et le gouvernement. Maintenant, moi je m'interroge, j'ai peur pour l'Algérie parce que je sais pas du tout ce qui va se passer, c'est le flou total, les têtes tombent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui est en train de se former. Je suis aussi fière de l'Algérie parce que jusqu'à présent elle s'est montrée joyeuse dans son combat par toutes ces manifestations qu'on a vues et qui nous donnent une bonne image finalement de l'Algérie. Maintenant j'ai peur parce qu'on sait effectivement ce qui s'est passé en Irak, on sait ce qui s'est passé en Libye, en Égypte, en Tunisie, les choses n'ont pas été faites jusqu'au bout aussi. Voilà, moi je suis moi en tant que spectatrice de l'autre côté de la Méditerranée. La Tunisie va pas trop mal, bon an mal an. C'est pas forcément. Non, mais je vais pas la mettre sur le même, bien sûr. À la Libye, à l'Égypte. La Tunisie, quand même, ça se passe relativement bien. Elle n'est pas encore pas sortie de l'auberge, la Tunisie, si je peux me permettre. Hein. Mais quel pays arabe, africain, du sud, lequel est sorti de l'auberge? Bon, est-ce que tu peux être d'accord avec Karima pour une fois, Mehdi? On peut s'interroger. Oui, sur ce qu'elle a dit, oui. Bon, voilà, stop. On s'arrête là. Voilà. Merci, Mehdi. Alors, si tu me dis stop comme ça, je vais continuer. Non, arrête tes conneries. Mehdi. Bon, dans un instant, on a un quiz. Oui, il faut pas l'oublier. Le quiz du LGF. À qui va-t-on remettre le trophée de la Ligue des Champions du LGF? Mehdi Chebaiki, Karima Perroni, Abdestamitash, restez là. Ça se passe dans un instant. Ne bougez pas. C'est bien sur France Maghreb 2 que vous assistez, que vous écoutez, que vous appréciez, je l'espère, ce type de débat qu'on retrouve nulle part ailleurs. On est tous d'accord. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Elle s'appelle Karima Perroni. Elle a des choses à dire. Vous l'avez pu l'entendre autour de cette émission. Elle est journaliste. Désolée pour la voix aiguë à certains moments. Pourquoi la voix aiguë? C'est une voix de femme. Et on aime les voix de femmes.
Oh, ça y est, on recommence. Mais quoi, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire que les voix de femmes sont de belles voix. Il y a des hommes qui ont des super voix très. Merci, très ça me aiguës, touche et des énormément ce que hommes tu qui dis, ont Karima. et des femmes qui ont des voix très graves. Merci. Bon, En revanche, Karima. désolé si je vous ai D'accord un peu avec ce cassé qu'il vient les d'être oreilles. Karima, à l'essentiel, allons-y. Tu organises un événement bientôt. Oui. J'aimerais que tu nous en parles de 3 petits mots avant le quiz qui arrive là, incessamment sous peu. Alors, en fait, j'ai une chaîne qui s'appelle les podcasts de Carrie. Sur Instagram ? Alors sur mon site internet, les podcasts de Carrie, donc ce sont des podcasts dédiés à la maternité, à la féminité en général, à la beauté et à l'intimité, et qu'on retrouve aussi sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, enfin toutes les plateformes en fait où l'on peut écouter des podcasts. Et dans la continuité de ces podcasts, j'ai créé des événements qui s'appellent les rencontres de Carrie. Et donc les rencontres de Carrie, c'est des rencontres dédiées aux femmes sur des sujets qui les intéressent, qui suscitent en elles des combats. Donc par exemple, le premier événement, c'était au mois de mai, le 6 mai, c'était sur les règles, parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça et beaucoup de méconnaissances, donc c'était important, et donc je m'entoure d'intervenants. Donc là, typiquement, j'avais une kiné qui était à mes côtés et qui nous a parlé de bien de choses bien passionnantes autour du corps de la femme. Et là, le deuxième événement qui aura donc lieu le 27 juin. 27 juin, retenez bien la date. Exactement, donc c'est au studio 365 qui se trouve au 16 rue du Faubourg Saint-Denis, métro Strasbourg-Saint-Denis. Et là, cette fois-ci, le thème, et donc l'événement s'appelle We Love Curls. Donc We Love Curls, ça veut dire nous aimons les boucles. Et donc là, c'est la réappropriation en fait de ces boucles, et puis plus largement en fait de ces cheveux au naturel. Donc on a plusieurs intervenants, dont le collectif Hrash is Beautiful qui les cheveux crépus, c'est exactement, qui est en fait un petit peu le mouvement nappy de la communauté maghrébine, et qui va nous donner un éclairage plutôt socio-culturel. Et ensuite on a des ateliers pratiques avec des coiffeuses, avec des marques, et même un atelier sur comment prendre soin de ses cheveux au naturel avec des ingrédients que l'on a du frigo. Comment on réserve ? Alors, on réserve toujours sur lespodcastsdecarrie.com, qui est donc mon site de référence sur la rubrique Les Rencontres de Carrie, ou sur Eventbrite. Très bien, on mettra le lien d'ailleurs sur la page Christophe Le Grand Forum. Allez, c'est parti pour le quiz. Avec plaisir, ça fait partie de la famille maintenant. Première question, attention. Le quiz a démarré. Abdestabitash à ma droite, ou plutôt au centre. Mehdi Chebaiki, lui, est à droite aujourd'hui. Karima à gauche. Karima Perroni, elle est à gauche aujourd'hui. Première question, mes amis, attention, on y va. C'est le plus rapide évidemment qui remporte le point. Qui succède à Gaston Doumergue à la tête de la présidence de la France en 1931 ? Léon Blum. Pas du tout. Non, 31. Pas du tout. Un indice, il porte le même nom. Gaston Lagaffe. Non. Qui succède à Paul Doumergue ? C'est pas Gaston Doumergue. Non, bah non. Il peut pas se succéder à lui-même. Non, c'est pas Poincaré ? Non. Paul Doumergue. Bonne réponse de Abdeslam. Le point est marqué. Attention, deuxième question. Quel stade a été inauguré le 13 juin 1937 ? Ça se passe dans le sud de la France, je vous donne un indice. Le Vélodrome. Le Vélodrome, mon cher Abdeslam, il est là. Et il se met la pression depuis tout à l'heure. Il a dit les quiz, faut pas l'oublier. 2-0 pour Abdeslam. Troisième question. Le président Jacques Chirac, c'est un peu plus récent, a annoncé la reprise des essais nucléaires. C'était donc lors de son arrivée à la présidence en 95. À Mururoa. Mais dans quel endroit ? À Mururoa. Polynésie française. Voilà, à Mururoa. Voilà. Ouais. Oui, c'est Mururoa. Ex aequo. Ouais, j'ai dit avant, j'ai dit Mururoa. Non, j'ai dit Mururoa. Oui, mais bon. Ouais, très bien. 3-0. Abdeslam, il est là. Les 35 heures, tiens, ça vous parle ? Oui, Martine Aubry. Non, pas du tout, ce n'est pas ça la question. Sont entrés en vigueur le 13 juin, mais en quelle année ? 1995. Pas du tout. 16. 97. Non. 17. 98. 98. Ouais. Abdeslam encore. Ah, c'est encore Ah bah oui. 4-0, il est en train de vous laminer. Quelle star internationale a été acquittée en 2005, 13 juin, dans un procès pour pédophilie ? Pas du tout. R. Kelly. Pas du tout. Il risquait jusqu'à 20 ans de prison. En 2005. Oui. Quelle star internationale a été acquittée dans un procès pour pédophilie ? Il fait quoi, chanson ? Bah oui, chanson. Michael Jackson. Michael Jackson. Bah oui. Karima, bravo. Allez, une autre question. Qui suis-je ? Un animateur de télé très célèbre Morandini. qui décède le 13 juin 2003. Qui suis-je ? 2003. Oui. Patrick Roy. Il est né, non pas du tout, le 21 juin 1919. Gilles Pétré. Non,
Gulux. Ah ouais. Gilux, Benny, bravo Gilux. Bon, ça fait 4-1 pour 4 pour Destin. Allez, une dernière question pour la route. dire que ça coupe, hein. Ouais, c'est ça. Qui suis-je? Un coureur automobile français, fondateur du Paris Rallye Dakar. Thierry Sabine. Thierry Sabine. Abdeslam. Joli. Connu au bataillon. Comment ça, connu au bataillon? Il est mort, en avec 86, Balavoine. Avec Balavoine. Ah, oui, dans l'hélicoptère. Bon, victoire sans appel et incontournable de notre ami Abdeslam Itache qui J'ai nous le a droit au collé un générique. 5. Un 5. Oui. Je veux mon générique. Merci. Voilà. 5-1 pour Karima, 1 pour Mehdi Chebaiki, comme quoi, ça va, même dans vos désaccords, vous vous êtes accordés, les gars, c'est bien. Merci ma Karima, j'espère que ça s'est bien passé. Je me suis amusée, merci à tous. Le baptême, il était là. Ouais. Hein? Merci Mehdi, on t'a briefé pour me baptiser. Ah non, mais à ton service. Hein. Voilà. Je reviendrai. Quand est-ce qu'on mange une chouk-chouka ensemble, les amis? Hein, bientôt? Avec plaisir pour moi. On attend. Il paraît que ton portefeuille Queen. Commence pas, toi. Donc ouvre-le un peu plus souvent et on mangera une chouchouka ensemble. Il a des oursins dans les poches. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Des abeilles et des cactus, il peut pas et les pour faire la à moitié. peine, c'est toi qui feras la bouffe, Mehdi. Comme ça t'apprendra. Un homme au fourgon. Ouais, un homme au fourgon. Paf. Au fourneau. Voilà. Et devant le robot de Lidl avec le micro pour t'espionner si tu fais pas de conneries. Bon, merci à tous. Rendez-vous demain avec un autre plateau. Audrey Pronosti, Faiza Ben Mohamed et Tarek Mami qui sera là entre 16h et 18h. Passez toute une excellente soirée. Vous validez les gars, hein, Karima Perroni est avec nous maintenant. Ça y est, elle fait partie de la maison. Merci. Mehdi. On n'entend pas Mehdi. On m'entend pas, j'entends rien. Bien entendu, qu'elle reste avec nous. Bon, alhamdoulilah. Merci Mehdi, merci Karima, à très vite. À bientôt. Merci Abdeslam. Merci d'écouter France Maghreb 2. C'est dans la joie et la bonne humeur qu'on vous souhaite une excellente soirée. Dans un instant, ça se poursuit avec Medjed juste après le rappel de l'actualité de ce jeudi. Nous sommes le 13 juin. Bonsoir. Bonsoir, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce soir après les 2 attaques de pétroliers ce matin en mer d'Oman. Le secrétaire général des Nations Unies demande que les faits soient établis. L'un des navires aurait été touché par une torpille. Pas d'indication pour l'instant sur la provenance de ces attaques. 2 mois après l'incendie, une première messe sera célébrée samedi à Notre-Dame. Pour des raisons de sécurité, il n'y aura pas de fidèles, mais uniquement une trentaine de prêtres autour de l'archevêque de Paris. L'office aura lieu à 18h dans une chapelle située derrière le chœur, un endroit sécurisé. 200% d'augmentation de l'utilisation des LBD et des grenades de désencerclement par les policiers l'an dernier en France. C'est ce qu'annonce l'inspection générale de la police nationale. Une hausse concentrée sur les mois de novembre et de décembre au début du mouvement des Gilets jaunes. L'ouverture aujourd'hui du site pour un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Les opposants doivent réunir 4 700 000 signatures d'ici au mois de mars. Le ministère de l'Intérieur, qui est en charge du site, a reconnu quelques bugs au démarrage. Le député insoumis Alexis Corbière raconte qu'il a dû s'y reprendre à 3 fois pour pouvoir se connecter. Un flop pour la vente à Paris d'un squelette de dinosaure. Le prix de réserve fixé par le vendeur à 1 200 000 € n'a pas été atteint. Le fossile avait été découvert par un groupe d'archéologues aux États-Unis en 2012 et restauré ensuite par son actuel propriétaire. Enfin, Donald Trump voulait rendre hommage au prince Charles sur Twitter, mais une faute de frappe lui a fait rajouter un H à Wells, transformant ainsi le titre de l'héritier de la couronne britannique en prince des baleines. Le président américain a rapidement corrigé le tir, mais le tweet avait déjà été repéré. Bonne fin de journée à tous.